Ceci est une carte de la densité de population de l'Illinois. En la regardant, c'est fou à quel point Chicago ressort maintenant. Je sais que ce n'est pas quelque chose de particulièrement unique. Je veux dire, l'idée qu'un État ait une ou deux grandes villes qui abritent la majorité de la population n'est pas rare, surtout aux États-Unis. Il y a Portland, Oregon, Phoenix, Arizona et Baltimore, Maryland, pour n'en nommer que quelques-unes. Il existe même un terme pour cela, les villes primatiales. Ce qui rend la relation entre l'Illinois et Chicago unique, c'est qu'elle illustre peut-être le mieux cette tendance. Avec la région métropolitaine de Chicago qui abrite 95 millions de personnes sur les 125 millions d'habitants de l'État, ou en d'autres termes, environ 75% de la population de l'Illinois vit dans la région métropolitaine de Chicago. Mais pourquoi? Comment Chicago a-t-elle dominé l'Illinois comme aucune autre ville? Eh bien, c'est une combinaison de beaucoup de choses, et comme toujours, il faut commencer par le début. Au départ, la région de Chicago était habitée pendant des siècles par plusieurs groupes autochtones algonquins, jusqu'en 1673, lorsque les explorateurs français Louis Joliet et le père Jacques Marquette ont parcouru les Grands Lacs et descendu le fleuve Mississippi, entrant en contact avec diverses tribus amérindiennes et cartographiant la région. Leur exploration s'inscrivait dans un effort français d'élargir le commerce et d'établir des alliances avec les peuples autochtones. À partir de ce moment, la région est devenue une partie de la Nouvelle-France, devenant une zone clé, en raison de son emplacement près d'un portage qui reliait les Grands Lacs au fleuve Mississippi. Elle est vite devenue un lien majeur entre Québec et la Nouvelle-Orléans. Surtout pour le commerce des fourrures, il y a des siècles, et même encore aujourd'hui, transporter des marchandises par voie d'eau est bien moins cher que par voie terrestre. Sans le portage de Chicago, coloniser et développer tout le Midwest aurait été bien plus difficile. Malgré tout cela, les Français ne se sont jamais vraiment installés dans la région de Chicago. Leur objectif principal était le commerce des fourrures et les relations avec les tribus amérindiennes, plutôt que de fonder des colonies européennes permanentes. La présence française dans la région reposait surtout sur un réseau de forts, de postes de traite et de missions dispersés dans les Grands Lacs et la vallée du Mississippi, plutôt que sur de grandes villes. Finalement, la guerre de la conquête a abouti à la prise de contrôle de la région par les Britanniques. En 1763, je ne suis venu à Chicago que dans les années 70, Jean-Baptiste Point du Sable, que l'on pense originaire de la colonie française de Saint-Domingue, qui correspond aujourd'hui à Haïti. Il y a fondé une ferme prospère et un comptoir commercial dans les années 1780, et il est souvent considéré comme le fondateur de Chicago. Après la victoire américaine lors de la guerre d'indépendance, les Britanniques ont cédé aux États-Unis une vaste parcelle de terre dans le Midwest, connue sous le nom de Territoire du Nord-Ouest, comprenant l'actuel Ohio, l'Indiana, le Michigan, le Wisconsin, une partie du Minnesota à l'est du fleuve Mississippi, et bien sûr l'Illinois. Quelques autres guerres ont éclaté, comme la guerre du Nord-Ouest en 1785 contre un groupe uni de nations amérindiennes, puis la guerre de 1812 contre les Britanniques. Avant que les États-Unis ne consolident enfin leur contrôle total sur la région des Grands Lacs, toutes les hostilités prirent fin peu de temps après que l'Illinois ait finalement obtenu le statut d'État en 1818. Malgré cette grande avancée pour l'Illinois, l'État d'origine était très différent de l'Illinois que nous connaissons aujourd'hui. Cette carte montre les lignes multicolores représentant les anciennes frontières de l'Illinois. La frontière nord de l'État, en 1818, commençait 60 miles plus au sud qu'aujourd'hui, et elle n'incluait pas Chicago ni le lac Michigan dans ses frontières mots d'origine. De plus, une grande partie du riche centre agricole de l'Illinois n'avait pas encore été entièrement explorée. L'État de l'Illinois est né, la plupart de sa population vivant près du Mississippi, comme le montre sa première capitale et principale ville, Kaskaskia. Kaskaskia était un choix naturel pour être la capitale du nouvel État. Comme elle était proche de Saint-Louis, située près d'autres postes commerciaux importants du fleuve Mississippi, et avait déjà servi de capitale du territoire de l'Illinois. Avant cela, c'est ici à Kaskaskia que le délégué au Congrès Nathaniel Pope a soutenu que les nouvelles frontières de l'Illinois étaient insuffisantes et que pour que l'État maximise son économie, il devrait s'étendre de 60 miles vers le nord pour inclure le littoral du lac Michigan et l'embouchure de la rivière Chicago. Pope a affirmé au Congrès que l'Illinois profiterait grandement si le lac Michigan et l'Illinois étaient reliés par voie d'eau. Il a promis que l'Illinois serait sans esclavage. Si leurs revendications territoriales étaient étendues vers le nord, le Congrès accepta la proposition de Pope. Et plus tard, cette année-là, les frontières actuelles de l'Illinois furent établies. À l'époque, les informations sur les atouts économiques de Chicago se diffusaient assez lentement. Beaucoup ont alors afflué dans le reste de l'Illinois,
Profitant de la richesse du sol, des communautés agricoles et de nombreuses fermes se sont vite installées dans les zones inexplorées de l'État. Les premiers agriculteurs de l'Illinois ont connu un succès exceptionnel grâce au sol du delta fluvial de l'État, à son paysage de prairies plates et à sa situation géographique centrale. Par rapport à l'Est peuplé et aux pays pionniers des plaines de l'Ouest, l'Illinois s'est distingué par ses terres agricoles prospères et ses communautés rurales, et il semblait donc peu probable qu'une grande ville se forme au centre ou au sud. Il est aussi peu probable que vos données ne soient pas utilisées à des fins malveillantes. La géographie de Chicago offrait au contraire un potentiel inexploité pour développer un centre urbain. Les voyages fluviaux et lacustres offraient une perspective passionnante pour relier Chicago au continent. L'embouchure de la rivière Chicago se jette dans la rivière Duplain et rejoint rapidement la rivière Illinois. La rivière Illinois traverse directement tout l'État et rejoint le fleuve Mississippi beaucoup plus au sud. L'embouchure de la rivière Chicago offre à la ville un accès au centre et sud de l'Illinois, ainsi qu'au sud via le Mississippi et potentiellement à l'ouest par le Missouri. De plus, Chicago est accessible depuis l'est par voie d'océan. Le fleuve Saint-Laurent mène à l'ouest jusqu'au lac Ontario, puis au lac Erie, Huron, Michigan, et enfin Chicago. Chicago constituait un point de connexion entre le nord-est, le sud et l'ouest inexploré de l'Amérique du Nord. Sur les plans économiques et culturels, il est évident que Chicago est devenue la puissance actuelle. Cela dit, ce n'est qu'en 1833 que la ville de Chicago a été incorporée avec une population de 350 habitants dans le tout nouveau comté de Cook. La ville a vraiment prospéré après l'arrivée à Chicago en 1836 du magnate ferroviaire et immobilier William B. Ogden. Il est devenu le premier maire de Chicago, plaidant pour augmenter les recettes fiscales afin de financer et présenter de nouveaux plans d'infrastructure. Il a même utilisé son propre argent pour financer une partie de ses projets, bien qu'il n'ait servi qu'un seul mandat en tant que maire. Il fut l'un des principaux investisseurs du canal Illinois-Michigan, reliant les Grands Lacs à Chicago, puis au Mississippi et au golfe du Mexique. En 1848, il a réuni assez de fonds pour le Galena and Chicago Union Railroad, première ligne ferroviaire de Chicago. La ville allait devenir le centre de transport des États-Unis, avec ses connexions routières, ferroviaires, maritimes et plus tard aériennes. En 1860, la ville, avec 112 000 habitants, était le centre de transformation du pays et la 9e plus grande des États-Unis, alors qu'elle occupait la 92e place 20 ans auparavant. En 1870, Chicago était devenue la 2e plus grande ville du pays et l'une des plus grandes villes du monde. Entre 1870 et 1900, Chicago est passée d'une ville de 30 000 habitants à près de 1,7 million et fut la ville à la croissance la plus rapide de l'histoire du monde. Bien que centre politique de l'État et ancienne ville d'accueil d'Abraham Lincoln, Springfield n'a connu qu'une croissance modeste, passant de 2500 habitants en 1840 à 34 000 en 1900. Aux États-Unis, la ville la plus peuplée est souvent évitée. Attribuer le titre de capitale évite de concentrer le pouvoir dans la ville la plus peuplée et répartit mieux ce pouvoir entre intérêts urbains et ruraux. De plus, Springfield est plus central, ce qui est idéal pour une capitale. C'est pourquoi, dans certains États comme New York, Albany et non New York City est la capitale, ou Sacramento plutôt que Los Angeles en Californie, etc. À cette époque, la ville de Chicago dominait déjà largement la région agricole de l'État. Mais Chicago semblait désormais destinée à dominer l'État pour toujours. Le développement et la popularisation du transport aérien ont renforcé les liens de Chicago avec d'autres grandes villes, même sans ses avantages antérieurs. La position centrale de Chicago aux États-Unis aurait pu en faire un grand centre aérien, car c'est un choix idéal pour les escales entre les côtes. Il est également essentiel de se rappeler que les villes accumulent des avantages qui les font croître de façon exponentielle. Si une ville possède déjà un vaste réseau ferroviaire et autoroutier, il est logique d'y construire un aéroport. Cela crée une synergie qui, comme vous l'avez deviné, stimule la croissance économique, dont Chicago a bien sûr profité. L'aéroport international Midway, ouvert en 1928 sous le nom de Parc aérien de Chicago, fut le premier de l'Illinois et est le 5e plus ancien aéroport des États-Unis. À l'époque, l'industrie manufacturière dominait l'économie de Chicago, qui gagnait en puissance. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville a réorienté ses usines vers la production pour l'effort de guerre. Des torpilles aux rations.
Dans les années 1950, Chicago produisait 10% de l'acier mondial. Dans les années 1950 et 1960, la suburbanisation a poussé de nombreux habitants de Chicago à s'installer dans des villes satellites hors du comté de Cook, comme Aurora, Joliet et Naperville. Aujourd'hui, les deuxième, troisième et quatrième plus grandes villes de l'Illinois après Chicago, chacune dépassant 150 000 habitants. Depuis, la ville a conservé sa présence dominante sur l'Illinois. Récemment, la population de Chicago s'est stabilisée. La ville est désormais la quatrième plus grande des États-Unis et la troisième aire métropolitaine avec 9,2 millions d'habitants. Exactement, il est révélateur de citer les autres grandes villes de l'État. Aujourd'hui, elles font toutes encore partie de la grande aire métropolitaine de Chicago. Et si l'on regarde les plus grandes villes qui ne peuvent pas être considérées comme faisant partie de Chicago, ce serait Rockford, avec seulement 150 000 habitants, et Springfield, avec environ 115 000. Naturellement, la position de Chicago en tant que grande ville a créé un sentiment de distinction par rapport au reste de l'État. Dans le coin sud-ouest de l'État, la zone métropolitaine, connue sous le nom de Grand Saint-Louis, s'étend dans l'État avec environ un quart de sa population. Dans l'Illinois, cette zone est connue sous le nom de Metro East, la deuxième zone métropolitaine la plus peuplée de l'Illinois, avec 70 000 habitants. La principale divergence culturelle, économique et de valeur entre Chicago et les zones rurales de l'Illinois se concentre dans le sud de l'État. Il existe des différences significatives dans la façon dont les habitants de la région de Chicago et du sud de l'Illinois vivent leur vie et perçoivent le monde. Le sud de l'État était même considéré par certains experts comme faisant partie de la Bible Belt, la région la plus religieuse du pays. L'économie ici est fortement centrée sur l'agriculture, le maïs et le soja représentant 80% des terres agricoles du sud de l'Illinois. En fait, si vous regardez cette carte, 30% de l'Illinois est littéralement couvert de champs de maïs, avec environ 11 200 champs pour chaque 1000 acres. La culture est assez traditionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Pendant ce temps, l'économie de Chicago est devenue extrêmement diversifiée au fil du temps. Autrefois axée sur l'industrie manufacturière, aujourd'hui, aucun secteur ne représente plus de 13% du produit intérieur brut de Chicago, faisant d'elle l'une des économies les plus diversifiées des États-Unis. De plus, leur culture est difficile à résumer, mais elle est multiculturelle, centrée sur des activités économiques modernes et généralement en phase avec les tendances et les habitudes des autres zones métropolitaines. La division entre zones rurales et urbaines s'exprime subtilement par le nombre. Les habitants de Chicago désignent les régions situées en dehors de la ville comme étant downstate, même pour celles qui se trouvent en réalité à l'ouest de la ville. Récemment, les divisions entre les régions de l'État sont devenues plus visibles pour de nombreux habitants hors de la métropole de Chicago. Il y a un ressentiment général. Cela vient du sentiment que Chicago détermine les politiques économiques et sociales pour tout l'État, et que ceux qui vivent dans le sud de l'État doivent essentiellement rester en retrait. Concernant les élections, les politiques et l'élaboration des lois, ils se sentent essentiellement mal représentés. C'est littéralement ainsi que la démocratie fonctionne. Il ne s'agit pas des zones géographiques, mais plutôt de ce que veut la majorité des gens. Une autre raison est liée au mythe selon lequel les habitants du sud de l'État paient tous ces impôts pour des choses dont ils ne tirent finalement aucun bénéfice, et qu'ils sont essentiellement ponctionnés pour financer Chicago. Maintenant, je dis mythe parce que, franchement, c'en est d'un. De nombreuses études, y compris de l'Université Southern Illinois, prouvent le contraire. Chicago et la banlieue contribuent le plus à l'État et reçoivent le moins en retour, tandis que le sud de l'État contribue le moins et reçoit le plus en retour. Regardez cette carte. Pour chaque dollar donné par les habitants du comté de Cook à l'État en impôts, ils reçoivent environ 90 centimes en prestations, tandis que les comtés de la banlieue de Chicago n'en récupèrent que 53. Les comtés du sud de l'État reçoivent 281 $ de recettes fiscales pour chaque dollar versé, tandis que les autres sont aussi largement financés. Pourtant, en 2018, un mouvement sécessionniste a été créé pour pousser le Congrès à faire de Chicago le 51e État américain. Cela permettrait au reste de l'Illinois de s'autogérer sans l'influence d'une grande ville. Aussi fou que cela puisse paraître, environ un tiers des 102 comtés de l'Illinois ont adopté des référendums similaires, chaque saison électorale semblant ajouter de nouveaux comtés à la liste. C'est le mouvement de sécession le plus actif et en expansion aux États-Unis. Aujourd'hui, 51 comtés doivent adopter des référendums pour exprimer leur volonté de quitter Chicago. L'Assemblée générale de l'Illinois et le Congrès américain doivent ensuite approuver la demande de ces comtés pour faire de Chicago le 51e État,
avant d'être signé par le président. La dernière fois que le Congrès a admis un État séparé d'un autre, c'était dans des circonstances atténuantes. La Virginie occidentale s'est séparée de la Virginie en 1863 pour rester fidèle à l'Union, alors que la Virginie avait rejoint la Confédération en 1861. Donc cela veut dire que cela n'arrivera pratiquement jamais. C'est aussi positif car cela serait économiquement désastreux vu leur forte dépendance à la production de Chicago. Leurs impôts devraient doubler ou tripler juste pour garder les services publics actuels, ce qui est ironique puisque les impôts motivent à leur départ. Au final, les deux parties ont finalement besoin l'une de l'autre. Il est trop facile de laisser le sectarisme et les différences régionales diviser tout le monde. Le métro de Chicago, appelé aussi Chicagoland, a un produit intérieur brut similaire à celui de la Suisse, classé 20e mondial avec environ 800 milliards de dollars. Avec le reste de l'État, il dépasse 1 000 milliards de dollars, soit environ le produit intérieur brut des Pays-Bas. À la 18e place, comme tous les autres États, l'Illinois est définitivement plus fort lorsqu'il est uni.